Bonjour à tous, il est déjà 12h30 pratiquement. On va parler des infos du jour. Eh bien, aujourd'hui, la question de 40% est dans l'air, semble-t-il. On a annoncé sur RCI que peut-être que ces 40% allaient disparaître. Le préfet a réagi. Olivier Félix en parlera. On reviendra sur les inondations et la reprise d'activité qui est compliquée pour certains. De petits mots. Ce sera toujours ça d'avancer. Inondation toujours, visite de terrain pour les élus pour mettre en place une véritable politique d'assainissement et d'évacuation, comme je disais hier, à part de l'applique à tomber pour songer ou bison par appui. Et donc, une nouvelle impulsion pour le monde agricole, visite du professeur Nzam Hugo du Bénin, Michel Irak, qui était sur place. Sinon, nos invités aujourd'hui, dans un instant, Gilles Casimir, qui est coordonnateur du collectif pour un plan guadeloupéen de société, c'est important. Et on l'avons invité pour cela, mais c'est aussi un coach guadeloupéen, on va en parler. Et on va recevoir une orthophoniste, Erika Eneri, avec elle on parlera de Timoun. C'est un concept qu'on lance pour les parents. Noémie Mille, notre chroniqueuse du mardi, sera aussi là. Et puis Éric Chenu, président de la Mutualité française. Une longue interview, mais il faut écouter parce qu'il dit des choses très importantes pour la mutualité, surtout dans la période actuelle, une période assez difficile pour les gens qui ne sont pas mutualisés, précisément. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct dans le ZCL News sous Canal, comme d'habitude, sur RHT, mais aussi sur C10FM et bien sûr sur le Facebook Live. Si vous ratez le début ou un morceau, vous pouvez toujours prendre. On commence avec le proverbe du jour. D'abord, comme tous les jours désormais, bel drap qu'a couvert matelas sale. Il n'y a que ce que l'on voit, il n'y a pas que ce que l'on voit, mais il y a aussi parfois une face cachée, bien sale ou sombre, bel drap qu'a couvert matelas sale. Effectivement, qui ont trouvé. Ils vont. Bien, alors, deux petits mots d'abord sur les 40%, puisque l'information a un petit peu circulé, ça a failli faire le buzz, surtout sur les gens qui sont tributaires du 40%, puisque vous savez que c'est une particularité des dernières colonies, puisque le monde a touché 40% toujours ici, en Guadeloupe, en Martinique, même à Mayotte, c'est même un petit peu plus cher, à La Réunion aussi. Enfin bref, est-ce que ça va disparaître? Réaction du préfet avec Olivier Félix, on regarde. Alors, premièrement, j'aimerais bien déjà savoir qui fait courir ce genre d'informations qui sont complètement fausses, dont le seul but est de perturber les gens. Il faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire que ce genre d'informations qui sont ensuite colportées sont des informations qui sont fausses, qui ne sont assises sur aucun élément de vérité et qui sont simplement là pour perturber et pour apporter de l'inquiétude chez les gens. La prime vie chère donc de 40% des fonctionnaires d'État, elle est maintenue, elle n'est pas touchée, il n'y a aucune évolution. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait une confusion avec des évolutions en matière de réglementation et de loi. Il y a une ordonnance de novembre 2021 qui a été prise, qui vise tout simplement à ce qu'on appelle codifier, c'est-à-dire à prendre des anciens textes de loi, c'est une loi de 1953, de reprendre la rédaction et de pouvoir la réintégrer dans le corps législatif actuel français. Cette partie de cette loi, elle permet de rémunérer à hauteur de 25% ce qu'on appelle la prime vie chère ou la surrémunération des fonctionnaires d'État. Donc ça, c'est la première partie. Elle demeure inchangée, il n'y a aucune évolution. La prime vie chère ou la surrémunération, elle est complétée de 15% supplémentaires. 25 plus 15, ça fait les 40%. Et ces 15% supplémentaires, ils sont contenus dans un décret de 1953 lui aussi, qui lui n'est pas modifié. Donc ce décret continue à être en vigueur, donc il n'y a pas de changement. Donc la partie des 25% qui est prévue dans une loi, il y a simplement une modification, ce qu'on appelle une codification, donc on change le numéro de cette loi et le numéro de cet article, ça demeure en l'état, il n'y a pas de changement, et les 15% demeurent dans un décret qui n'est pas changé. 25 plus 15, ça fait toujours les 40%, il n'y a aucun changement. Bien, voilà le point fait par la préfecture. J'avoue que j'ai eu du mal à reconnaître le préfet. En tout cas, vous voyez tout le temps masqué. On manquait de comprendre que c'est un autre monde qui n'a pas en place. Bien, alors on va recevoir un coach ici. Alors, première question tout de suite, Gilles Casimir. Après 2 ans et demi, 2 ans pratiquement de complications de la vie, le coaching, ça s'avère nécessaire pour rebooster un petit peu le Guadeloupéen? Oui, complètement. Il est depuis... Alors d'abord, bonjour tout le monde. Le coaching est de plus en plus présent, c'est vrai. Les coachs sont de plus en plus sollicités par les entreprises, par les collectivités, par monsieur, madame, tout le monde, oui. Parce qu'on a besoin de faire le point. Oui. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de faire reconnaître les bienfaits de ce type d'accompagnement. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que oui, c'est utile. Oui. Mais ici comme ailleurs. Oui, et donc vous avez lancé un petit peu un boostage, j'ai envie de dire, puisque j'ai vu une image qui a défoué la chronique, on va dire. Oui, alors ce sont des choses que j'ai toujours réalisées. Je suis coach depuis 2017, donc régulièrement j'ai organisé ce type de choses.
Et d'ailleurs, je remercie les associations et les établissements scolaires qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Et régulièrement, le samedi matin, j'organise des ateliers. Il y en a un samedi 7 sur Jarry. Donc, il suffit d'aller sur ma page Facebook ou Instagram. Voilà l'image. Donc, oui, effectivement, donc, c'est une démarche pour booster, en fait, pour inciter, pour inviter à une réflexion, surtout. Ouais, on voyage ensemble. C'est bousculant. C'est pas évident. Au début, il y a des larmes, mais ça se termine toujours par une grosse énergie. Ouais. Bien. Les gens qui ont compris et qui sont intéressés vont vous solliciter, parce qu'on a vu le numéro de téléphone paraître. Alors, on va parler de ce collectif pour un projet Guadeloupe une société. C'est une initiative qui a été lancée à la fin de l'année dernière. Oui, c'est ça. Je me souviens. C'est ça. J'étais venu en parler. Il s'agissait quand même de toucher un maximum de politique sur des procédures qui étaient en cours, qu'il n'y a pas jamais fait, etc. Relire les projets guadeloupéens, parce qu'il y a eu des projets guadeloupéens à plusieurs reprises qui n'ont jamais abouti. On parle même d'un prochain congrès le 27 juin, que c'est ici même que l'OSBOR l'a annoncé. Alors, quoi de neuf avec ce collectif pour le projet Guadeloupe une société? Alors, le collectif, comment ça s'est passé? C'était suite à une démarche personnelle, mais qui est issue de ma démarche de coach, en fait. Puisque le coach n'a pas de vérité toute faite, il n'a pas de certitude. Il expose les choses, que ce soit en entreprise ou avec un particulier ou une organisation. On reçoit les informations et on a une analyse systémique. Plutôt que de prendre les points, les problèmes les uns indépendamment des autres, on fait une relation avec tout ça. Donc, c'était M. Damaso, à l'époque, qui m'avait invité le 15 août dans la pause sans filtre. Et j'avais présenté pendant 2 heures une démarche de coaching, mais comme si je coachais la Guadeloupe. Pas pour y exprimer mes convictions personnelles, mais vraiment pour expliquer comment la Guadeloupe fonctionne, en fait. Et avoir une réflexion plutôt orientée solution. Et suite à ça, il y a 2 personnes que je salue, Gladys et Tayane, qui m'ont sollicité pendant plusieurs mois pour me dire il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, j'étais un petit peu déçu d'autres expériences politiques et je ne voulais absolument pas. Sauf que décembre, on se souvient des événements. Moi, j'étais bloqué à la Boucan. Donc, on a dit, OK, on balance. Donc, il y a une équipe de tournage qui m'a rejoint au rond-point de la Boucan. Et on a lancé ce collectif ensemble. On était 3 au début, après 10. Maintenant, nous sommes une vingtaine de membres actifs. Il y en a 6 bientôt qui vont être reçus. Et on est en train de se structurer. On est en train de s'organiser pour mettre en place des actions, toujours dans la même démarche, une démarche de pédagogie. Aujourd'hui, tout le monde a des certitudes sur tout le monde veut imposer ses certitudes. Et nous, en fait, on veut simplement aller vers de l'éducation civique. Inviter monsieur et madame tout le monde à réfléchir avec nous. Comment la Guadeloupe fonctionne? Par exemple, là, ce sont les législatives. À quoi sert un député? Quel est son rôle? Je ne suis pas sûr que si vous faites un micro-trottoir, vous aurez beaucoup de Guadeloupéens qui pourront vous dire précisément à quoi sert un député. Et voilà, c'est important qu'on sache exactement. Et ce n'est pas une démarche contre les politiques. Il faut bien comprendre. Parce qu'il fallait les interpeller quand même. Alors oui, on a fait 2 actions citoyennes. Mais pourquoi? C'est à double. L'effet, il est double. D'un côté, pour interpeller les politiques, pour leur dire nous voulons un projet guadeloupéen de société, mais de l'autre côté aussi pour responsabiliser les Guadeloupéens. On a demandé à monsieur et madame tout le monde d'envoyer un mail au président du conseil régional et au président du conseil départemental. Qui n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Ils ont dit, il y en a un qui a dit qu'il n'a pas vu. Il y a eu 700 et quelques mails le premier envoi et 900 et quelques le second. Mais l'objectif n'était pas tellement d'avoir une démarche, d'avoir une réponse. C'était la démarche. La sensibilisation. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout un cheminement pendant le mois de décembre. Il y a 3 Zooms très importants que nous invitons tout le monde à regarder. Le 12 décembre, le 19 décembre, le 26 décembre. Ce sont des Zooms de 2 heures chacun. Ça peut paraître long, mais par exemple, le premier Zoom, c'est 70 ans d'histoire en 2 heures. Et nous avons eu des retours de parlementaires, d'assistants au Sénat, des personnes qui nous ont contactés pour nous dire vous n'avez fait aucune erreur. Donc n'importe qui regarde ça et il comprend la situation de la Guadeloupe, sans qu'on tire sur qui que ce soit. On est factuel. C'est clairement un travail de coaching. On n'invente pas. On met simplement tout à plat pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça notre démarche. On n'est pas là pour vendre un projet. Alors, vous l'avez dit, on a mis en avant toutes les résolutions de tous les derniers congrès. Oui. Il y a eu combien? 16, 17 congrès? Il y en a eu 16, je crois. 16. Donc il faut bien comprendre qu'on ne peut pas aller vers un énième congrès sans que les Guadeloupéens puissent demander au moins aux médias, aux politiques, qu'est-ce qui a été décidé pendant ces 16 congrès. Et puis déjà, que les Guadeloupéens comprennent, c'est quoi un congrès? Donc ouais, c'est ça notre démarche. C'est informer, c'est la pédagogie en fait. C'est une démarche qui est saine.
Mais l'objectif final, finalement, parce que bon, quand il y a un collectif pour un projet guadeloupéen, il y a eu X projets qui ont été faits. Est-ce que c'est une synthèse des projets ou la création d'un énième projet? Un projet de société, c'est quelque chose qui est créé par une assemblée. Bien sûr. Voilà. Donc, et ça, on le voit à la fin de la réflexion. Est-ce que nous avons aujourd'hui les outils pour mettre en place ce projet? Sachez qu'il a déjà été décidé plusieurs fois, les Guadeloupéens ne le savent pas. Ouais. Sauf qu'on n'en a jamais eu. Donc, notre démarche, c'est quoi? C'est informer, créer une conscience collective. Et à partir du moment où il y a conscience collective, à partir du moment où les Guadeloupéens comprennent, nous misons sur l'intelligence de notre population. Les Guadeloupéens ne sont pas bêtes. Ils sont peut-être mal informés, mais ils ne sont pas imbéciles. Donc, ils vont comprendre par eux-mêmes que ce n'est pas forcément l'autre, que nous avons une part de responsabilité dans la situation qui nous occupe. Et c'est bien ça la démarche de coaching. Souvenez-vous, j'avais fait un article il y a 2-3 ans, et si on coachait la Guadeloupe? C'est exactement la même démarche. Alors maintenant, ce collectif pour un projet, il y a un certain nombre de personnes, une vingtaine, peut-être même plus d'ici quelques temps. Comment vous allez fonctionner dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, puisqu'il y a eu des présidentielles, on en parle un petit peu tout à l'heure, il y a des législatives, il y aura probablement des sénateurs après. Enfin bref, le système électoral fonctionne à 100% ici. Ouais. Quelle va être la démarche du collectif? Nous sommes en plein dedans. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés samedi matin. On se rencontre encore ce vendredi soir. Nous sommes en train d'organiser les choses. Nous avons 3 groupes WhatsApp avec environ 600 personnes. À peu près la même chose sur Telegram. Ce sont des personnes qui sont dans une attente. Donc, il va falloir proposer des actions concrètes. Mais avant d'aller agir, il faut se structurer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous voulons aller au plus près des Guadeloupéens avec cette démarche d'information. C'est ça. Oui. Si on doit résumer la démarche, c'est ça. Informer les gens. De l'éducation civique, il n'y en a pas. Oui. On n'explique pas à quoi sert un maire, à quoi sert un EPCI, à quoi sert un conseil régional, à quoi sert un conseil départemental. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait... Parce que pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, je faisais des notes vocales. À l'époque, c'était moins courant. Et c'était également une démarche de coach. Et je me souviens une fois, j'avais dit que le président du conseil régional, ce n'était pas le président de la Guadeloupe. Alors, ça m'avait causé des problèmes parce qu'on avait pensé peut-être que j'attaquais la personne. Mais avec le temps, on se rend compte en fait que un président du conseil régional a des compétences, mais ce n'est pas le président de... Sur la Guadeloupe, n'est pas autonome. Voilà. Donc c'est ça, en fait, c'est inciter à la réflexion. Donc nous aurons des actions concrètes en ligne, mais aussi sur le terrain pour informer la population. Aujourd'hui, si on ne fait rien, rien ne va changer jusqu'en 2028. C'est ça la réalité. Donc nous, notre postulat, nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas là pour attendre que les choses se fassent. Donc notre cheval de bataille, c'est l'éducation. Alors quand même, on va avoir des législatives, on voit des candidats qui commencent à bouger, notamment vers Sainte-Rose d'ailleurs. Oui, j'ai entendu comme tout le monde. Oui. Comment, en tant que coach guadeloupéen, en tant que citoyen aussi, vous analysez un petit peu ce qui est en train de se mettre en place du point de vue, est-ce que la question se pose, est-ce qu'on aura de nouveaux députés, est-ce que les anciens vont rester? La question se pose, parce que dans votre région, Mathias, c'est lui, entre guillemets, le député, mais il va avoir de la concurrence. Aux Abîmes, il va avoir aussi de la concurrence un peu partout, sur la côte sud le vent aussi. Comment vous analysez un petit peu ce qui se passe? À titre personnel, je suis assez serein parce que toutes ces personnes, j'ai eu l'occasion de les rencontrer une fois dans un congrès des élus et de leur dire en face ce que je pensais, moi personnellement. En fait, on refait les mêmes choses, mais à partir du moment où vous faites les mêmes choses, il ne faut pas vous attendre à des résultats différents. Il ne s'agit pas des personnes, en fait. Un député aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va dans une assemblée où il y a 577 députés, enfin 576. C'est une assemblée qui est présente pour faire des projets de loi pour un pays de 60 millions d'habitants. Comment ce député peut faire entendre sa voix pour un territoire de 60 km sur 25 km avec moins de personnes qu'à Toulouse et qui est à 8000 km? Vous le voyez encore aujourd'hui, nous attendons une décision de catastrophe naturelle. C'est pareil, nous devons attendre qu'une décision soit prise ailleurs par des gens qui n'ont pas vécu la catastrophe, qui ne savent pas. À la limite même, s'ils regardent les informations le matin de la catastrophe et le lendemain matin, il faisait beau, ils ne voient même pas la catastrophe. Oui, ils se disent tout va bien. Voilà, donc tout ça, c'est une réflexion systémique. C'est le député, OK, est-ce qu'il sert à quelque chose depuis 70 ans? Parce que concrètement, ce sont des gens qui parlent très bien, qui font de très belles lettres, mais regardez dans l'Assemblée quand ils s'expriment.
quand il... alors, excusez-moi de le dire, ça va choquer, mais j'ai pas l'habitude de jouer la comédie, mais quand on pleure notre peine à l'Assemblée, Oui. ben, il n'y a personne dans l'Assemblée, ou bien les gens ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas, bien Mais ils sûr. n'écoutent pas, on le voit tous. On le voit tous. Donc, est-ce qu'on doit continuer avec ce service de messager qui prend l'avion pour aller... Soi-disant nous défendre. Pardon? Soi-disant nous défendre, je dis. Oui, ben, en fait, ils essaient, mais ils sont eux-mêmes conscients qu'ils ne sont Ils ne pas... sont pas écoutés. Non, qu'ils sont mais pas Mathias écoutés. a eu l'occasion de me dire ici que le temps est limité, le temps d'intervention, le nombre d'interventions est limité, parce que quand on est dans un groupe, effectivement, il y a un certain nombre de personnes dans le groupe et chaque député a un temps de parole. Et pour dépasser le temps de parole-là, Non, mais sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir des députés faire de très belles déclarations. C'est magnifique, le verbe est génial, tout le monde applaudit, mais concrètement, après, rien. on voit bien. On l'a vu sur le pass sanitaire, on a vu sur les suspendus, etc. etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, justement, vous énoncez des points, mais des points très graves. Ouais. Nous avons une loi enfin, des personnes qui sont suspendues. Vous avez une loi qui s'applique là-bas, le pass vaccinal, qui s'applique ici de fait. Mais à chaque fois, on rentre sur chaque problème pour le critiquer, mais on n'a pas de réflexion systémique. À aucun moment on se dit, mais avons-nous les pouvoirs, ou avons-nous le moyen de décider quand on veut qu'une loi soit appliquée chez nous ou pas? Avons-nous le pouvoir de créer une loi qui nous ressemble? Ça, ce sont des véritables questions. C'est ça qui va faire avancer. Donc ça veut dire que vous êtes en train de toucher, de frapper à la porte de ce qu'on appelle, je ne vais même pas dire le grand mot indépendance ou autonomie, mais gouvernance locale, domiciliation du pouvoir. La question se pose vraiment au collectif, vous y pensez? Complètement. Je fais le lien, encore une fois, avec la démarche. Excusez-moi de parler de mon travail, mais je parle de ce que je connais. Parce que dans le collectif, il y a d'autres personnes qui ont d'autres activités, qui apportent eux aussi quelque chose. Donc moi, dans ce que je connais, si je vais dans une entreprise, en tant que coach, j'observe. J'observe les gens, les relations humaines, comment ça fonctionne. Et ensuite, j'explique au patron, voilà ce que j'ai observé. Et de lui-même, il voit, ben oui, ben effectivement, il y a un souci là. Ben c'est ça notre démarche. Il faut que les Guadeloupéens comprennent les choses, plutôt que de réagir émotivement à chaque fois. Parce que nous allons rentrer encore dans un mois de manifestation. Lorsqu'on manifeste quelque chose, on demande une considération. On demande à l'autre de régler le problème pour soi. Ça veut dire qu'en fait, on accroît la dépendance que nous avons par rapport à quelqu'un. Et l'action de cette personne ne dépend pas de nous, en fait. Donc, nous sommes suspendus à des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'est-ce qui dépend de nous? C'est de comprendre et de comprendre les outils. Mais ce qu'on dit, c'est rien de plus que disent de nombreux partis politiques depuis tantôt. Sauf que nous ne venons pas en tant que sachants. On ne vient pas vous dire aux Guadeloupéens, ouais, mais c'est ça, il faut nous faire. Non. On veut expliquer aux Guadeloupéens. Voilà, c'est ça. Maintenant, donnez-nous votre avis. Alors, justement, question d'avis. Vous avez été militant politique d'organisation, mais on ne va pas parler de ça tout de suite. Je vais vous dire, puisque la question se pose tous les jours et tout le monde a des réponses. Quelle est votre réponse sur le vote Mélenchon-Le Pen en Guadeloupe? Je pense... Deux épisodes. Hein. Alors, il y a des gens qui s'arrêtent un seul épisode. Moi, je veux les deux. Mélenchon puis Le Pen. Non, il y a une personne très connue, M. Chico, pour ne pas le nommer, qui a fait une intervention, voilà, et une intervention que je partage complètement. Je ne suis pas là pour juger les gens. Je ne suis pas mieux que les gens. On a chacun nos réalités. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un qui a voté Le Pen, même si je suis contre, à titre personnel. Mais cela participe à ce que je vous expliquais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population est tellement perdue, elle en a tellement marre, qu'elle est prête à faire des choix de non-sens uniquement pour affirmer cette défiance, affirmer cette... exprimer quelque chose. Exprimer quelque chose, voilà. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que tant qu'à agir, agissons sur des choses qui dépendent de nous. À quel moment les Guadeloupéens se sont posé la question, OK, d'où vient le Congrès des élus? OK, ça vient de 2003. C'est la France qui a révisé sa constitution pour dire aux Guadeloupéens, mis en outil pour travailler ensemble, pour décider qu'à Zovlé. Avons-nous pris le temps de regarder ce qui a été décidé? On ne fait pas ce travail-là. Donc en fait, Le Pen, Mélenchon, Macron, c'est pas ce qui est important pour nous. Vous avez bien vu la réaction de M. Macron, il n'a même pas pris la peine de faire campagne. Il a envoyé un courrier. Ça représente quoi le vote des Guadeloupéens pour la France? Voilà, donc c'est encore un événement qui doit nous interpeller sur la nécessité pour nous de rester focus sur ce qui dépend de nous, en fait. Et c'est important parce que quand les Guadeloupéens vont apprendre tout ce qui nous est possible de faire depuis 20 ans, là, par contre,
Ouais. Là, par contre, il y aura une ébullition qui va être différente. Merci. Oui. À titre personnel, vous avez été membre de 2 organisations politiques qu'on connaît en Guadeloupe, SIPA, ANG. Vous avez claqué la porte chaque fois. Claquer la porte. Enfin, bon, je résume. Ouais. Vous êtes parti en douceur, on va dire. Ouais, Sans quand bruit, même, Sans ouais. bruit. Ah, quand même. Sans bruit. Quelle est la différence qu'il y a déjà entre SIPA et ANG et pourquoi vous êtes passé de l'une à l'autre de ces organisations et puis abouti au collectif? Alors, c'est la première fois que j'ai l'occasion publiquement de parler de ça. Et c'est vrai qu'avec le collectif, très souvent, on me renvoie ça. Donc, c'est peut-être l'occasion pour moi aujourd'hui de mettre tout ça à plat. Oui, je pense que c'est nécessaire. Ouais. En fait, à la base, je suis un citoyen comme tout le monde qui a été formé et je voulais apporter ma contribution. J'ai commencé à faire des audios, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je vais vous faire la genèse rapidement. D'abord, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé M. Domota. J'ai appelé M. Domota parce que pour moi, ne connaissant rien, c'était le seul qui pouvait m'apporter les réponses. Surtout quand j'avais encore l'odeur de la lacrymogène de 2009 sur le rond-point de la Boucan. Donc, 2 heures au téléphone avec M. Domota, ça m'a beaucoup enrichi. Ensuite, j'ai appelé M. Félix Flemin, du PCG. Parce qu'on parle d'autonomie, mais le PCG, ça fait 70 ans qu'ils en parlent. Ouais. Au moins. 60 ans. Donc, M. Flemin m'a également énormément enrichi. Et moi, je cherchais une organisation où je pourrais être utile. Et à ce moment-là, j'ai découvert les livres d'Alain Plaisir. Donc, j'ai lu tous les livres d'Alain Plaisir. Je crois que je l'ai appelé, ça devait être en juin. Et il m'a dit après à la rentrée. Donc, de juin à septembre, j'ai attendu. Je suis revenu en septembre vers lui. Ils m'ont reçu. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Quand je vois ce qu'explique le SIPA, mais c'est pas possible que les Guadeloupéens, lambda, comme moi d'ailleurs, c'est pas possible qu'on ne soit pas plus informés. Donc moi, dès le départ, j'ai dit au SIPA, ma démarche va être de communiquer un maximum sur ce que défend le SIPA. C'était ça ma démarche. Donc je pense que tout le monde l'a senti, hein, tout le monde l'a vu, parce qu'il y a eu un regain. Hein. Il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup de choses de faites. Et puis, il faut bien savoir qu'au SIPA, je n'ai jamais été au bureau du SIPA. Je n'ai jamais été... C'est un choix ou bien c'est... Non, mais on ne me l'avait pas encore proposé. Ça allait peut-être venir, mais en tout cas... c'est un cercle fermé. Je ne sais pas, puisque je participe à des réunions, mais pas aux décisions. Oui. Il m'est arrivé même, je me souviens à l'époque, d'être sur ce même plateau. À l'époque, j'étais très virulent, hein, oui, à dire oui, c'est pas normal, il y a le congrès, il faut qu'on soit invité. Alors que la décision, enfin, le SIPA avait déjà été invité et je n'étais pas informé. Donc, 1 an après avoir roulé et tout pour le SIPA, j'ai dit, bon, voilà le bilan de mes actions après 1 an. Aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent, ils disent, les régionales, c'est dans 1 an et demi ou dans 1 an. Avec qui? Le fait d'avoir posé cette question, je pense que ça a dû froisser. Ça a dû froisser. J'ai clairement senti qu'il n'y avait pas de confiance, n'étant pas intégré aux décisions. J'ai pris du retrait, tout simplement. Un grand métamonioc qui coupe et qui hache. Chacun peut avoir sa représentation. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. J'ai beaucoup d'estime pour M. Plaisir. J'ai vendu ses livres dans toute la Guadeloupe. Dans des parkings, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent s'en souviennent, je vendais ses livres partout. Donc, j'ai absolument rien du tout. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, le projet du SIPA avait besoin d'être enrichi par l'apport d'autres personnes. Ensuite, j'ai pris du retrait. Et puis, j'ai eu l'information que l'ANG est en train de se structurer. Il y avait une réunion en août, la première réunion de création. Mais à ce moment-là, il y avait un certain nombre de Guadeloupéens qui me disaient « Casimir, allons créer un parti pour que tu puisses aller aux élections pour les régionales. » Donc, j'ai pris un temps pour réfléchir. Je me suis dit « Oui, qu'est-ce qu'arrivant là ?» Parce que la politique, ce n'est pas mon délire. Finalement, j'ai dit non à ce groupe de personnes. Et j'ai voulu m'intégrer à l'ANG. Mais je suis arrivé à l'ANG après que le premier groupe soit créé. Donc en fait, comme au SIPA, j'étais écarté du groupe de décision. Moi, je suis très transparent, je vous dis les choses. Arrivé à l'ANG, moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de travaux qui étaient réalisés sur l'évolution institutionnelle et statutaire. Donc j'ai dit, il faut qu'il y ait ça quand même. On est nationaliste, indépendantiste, il faut qu'il y ait ça. OK, Casimir, prends un groupe de travail, travaille. OK, c'est ce que j'ai fait. Mais j'avais un souci quand même, puisque je pilote un groupe de travail, mais je ne suis pas dans le groupe de décision. Il faut que je sois intégré dans le groupe de décision. Je ne peux pas travailler pour ne pas savoir ensuite à quoi va servir ce travail. Donc j'ai demandé à intégrer le groupe. On m'a dit que ce n'était pas possible. Oui, on m'a dit qu'on va mettre quelqu'un dans ton groupe qui va faire le lien avec le groupe de décision. Bon, j'ai compris qu'il y avait un problème de confiance
Peut-être parce que je venais du CIPA, peut-être aussi par rapport à ma personnalité, parce que je ne suis pas là pour tirer sur les gens, peut-être que moi aussi, hein, peut-être que je suis... Personne n'est parfait. Ouais, peut-être que moi aussi je prends trop de place, hein, peut-être quelquefois, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que la confiance, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai pris des distances, c'est toujours pareil, sans rien dire. On m'a reçu, on m'a dit qu'on n'avait pas confiance, j'ai accepté, terminé. Je regardais les élections à la télé. Oui. Est-ce qu'il y aura un parti politique créé par Gilles Casimir? C'est pas ma démarche, ça m'intéresse pas. Non, vraiment, sincèrement. Vous savez, la politique, comme on la connaît, ce sont des personnes qui recherchent l'adhésion, qui vont dans des veillées, qui vont dans des fêtes, qui créent des boire et manger, qui tapent dans le dos. C'est pas mon délire. Moi, je fais ce que j'ai à faire, après je rentre chez moi, dans ma famille. Pas mouna tout le monde. Par contre, cette démarche citoyenne qu'on est en train de réaliser là, ça m'intéresse. Et pourquoi on me voit aujourd'hui parler de ça? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance et qui sont venues me dire « allons faire quelque chose ». Et la confiance, ça me touche. Donc maintenant, je me sens responsable d'apporter ce que je peux apporter et d'inviter aussi chaque participant à apporter. Mais par contre, transparence sur les décisions. Parce que autant, excusez-moi, ça va peut-être faire jaser, autant je ne crois pas qu'un leader maximo puisse diriger un parti, ce n'est pas possible. Une personne ne sait pas tout. Et autant, je ne crois pas qu'un parti soit dirigé par 25 personnes. Ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Il y a toujours le bon équilibre, c'est une équipe. Et cette équipe, elle est représentée par un porte-parole. Et ce rôle de porte-parole peut ensuite... Mais le tout collectif, ce n'est pas vrai. Le leader maximo, c'est... On va terminer sur Jéricho. Qu'est-ce que c'est exactement Jéricho? On va voir un petit peu la vidéo rapidement. Alors, Jéricho, c'est une démarche, c'est un état d'esprit que j'ai envie de créer. Oui. Vraiment, ouais, c'est ça. C'est ce que je fais au quotidien quand je vais dans les écoles des entreprises. Je suis motivational speaker. Je suis un conférencier de motivation. Je travaille sur l'humain, sur l'état d'esprit, sur la motivation. Et Jéricho, je n'ai pas envie de dévoiler, parce que pour connaître, il faudra venir aux ateliers. Oui. Mais en tout cas, tous ceux qui ont vécu ça, ils me disent c'est génial. Donc, j'en lance un appel aux associations de Guadeloupe, de Martinique, Guyane, et également dans l'Hexagone. Invitez-moi pour que je puisse développer ce thème, parce que je pense que c'est... En tout cas, il y a de bons retours. Merci Gilles Casimir, il est pratiquement 12h54. On va passer à autre chose tout de suite, puisqu'on va prendre la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Puis bonne chance pour le collectif. Merci. Et puis Vinci. Merci à vous. Voilà, c'est ça nous visons en pays là. Voilà, il est 13h05 et voilà, c'est l'heure de revenir un petit peu à une interview importante avec une personnalité de la mutualité. Mais avant, je vais profiter pour saluer Erika Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coproductrice et créatrice de Timoun. C'est ça. En deux mots, Timoun. Timoun, c'est un média digital qui est dédié à la parentalité. On en parle dans un instant puisque vous êtes vous-même orthophoniste. Oui. Pour l'instant, on revient avec Monsieur Chenu. Monsieur Chenu, c'est le président de la Mutualité française. Il était de passage ici. La Mutualité française est très importante dans le contexte actuel. La mutualité d'une manière générale, puisque les Guadeloupéens ont besoin justement d'aide à ce niveau-là, parce qu'avec les problèmes qui se posent au niveau de la santé, on se rend compte bien sûr qu'il faut être aujourd'hui dans une mutuelle. Et donc, il était venu expliquer un petit peu le sens global même de la mutualité, aussi bien en Guadeloupe qu'en France, et même au niveau politique. On regarde cette interview, c'était la semaine dernière.
Voilà, bien, c'est une émission particulièrement importante et intéressante puisque nous recevons une grosse personnalité de la mutualité, du monde de la mutualité, puisque c'est le président de la mutualité française qui est de passage en Guadeloupe, qui est en tournée, qui est dans cette émission. Monsieur Éric Chenu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 49 ans, vous êtes né à Nancy, bien que d'origine martiniquaise. Vous avez eu un parcours particulièrement intéressant puisque après des études de droit, vous êtes l'un des fondateurs de la LMDE et pendant un an, vous avez été responsable de cette mutuelle des étudiants. Et puis après, on vous retrouve dans un parcours de sanitaire, dans un parcours de santé aussi. Mais aussi, vous avez travaillé à la MGN et puis c'est pratiquement tout naturellement qu'en octobre 2021, vous devenez, on va dire, le successeur de Thierry Baudet. Thierry Baudet, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici il y a 2 ans. Et je tiens même à vous dire aussi, nous sommes particulièrement contents et fiers. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, avec la mutualité française en Guadeloupe, nous avons fait un travail d'explication très important pour les Guadeloupéens qui ne savaient pas suffisamment de choses sur la mutualité. Et donc, toutes ces émissions que nous avons faites ont contribué. Je suis le premier témoin à vous le dire, à permettre aux Guadeloupéens de mieux comprendre, surtout dans cette période de pandémie, le rôle de la mutualité. Alors, Éric Chenu, la première question que je vais vous poser, puisque vous arrivez en Guadeloupe au lendemain d'une élection particulièrement compliquée en France, je sais que les mutualistes aussi ont un avis et attendaient cette élection. Comment vous avez ressenti un petit peu ces dernières semaines en France ou à la veille de ce second tour ? Effectivement, ça a été un moment compliqué, moment important, démocratique, de débat, d'échange, d'idées, de propositions. Exceptionnellement, la mutualité a pris position dans ce débat en tant qu'acteur du mouvement social, ce que nous sommes aussi, parce que nous défendons une certaine vision de la société, du vivre ensemble, de la lutte contre toute forme de discrimination, parce que nous sommes attachés à la solidarité entre les femmes et les hommes. Il nous a semblé que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite était contraire aux valeurs de la République, telle que nous la défendons, démocratique, laïque et sociale. Et que même si des colères sont tout à fait légitimes, compréhensibles, compte tenu de la montée des inégalités dans notre pays, il nous semblait pas possible de passer par pertes et profits l'ensemble des acquis sociaux, de la protection sociale solidaire telle qu'elle a été construite à l'après-guerre, telle qu'elle a été confortée patiemment au fil de l'eau. Et donc c'est pour cela qu'en responsabilité, en conscience, nous avons estimé qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite. Bien. Alors, l'autre question qui vient immédiatement, c'est la période dans laquelle nous sommes encore, plus ou moins, pendant pratiquement 2 ans, il y a eu cette pandémie. Est-ce que vous avez le ressenti, au moins en France, parce qu'en Guadeloupe, en tout cas, on l'a ressenti, de la nécessité d'un organisme comme la mutualité et des mutualités d'une manière générale ? Je crois que cette crise sanitaire a largement montré toute l'importance des mutuelles, de l'action mutualiste sur le territoire en proximité. Nous sommes avant tout des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes engagés, élus comme salariés, qui, au-delà des cotisations que l'on met en commun pour se protéger mutuellement les uns les autres, l'enjeu fondamental, c'est de permettre de faire des choses ensemble, de permettre de renforcer les liens de solidarité, d'éviter l'isolement, d'éviter que certains se retrouvent laissés pour compte. Et on l'a vu pendant les différentes phases de cette crise sanitaire, pendant les premiers temps de confinement, toute l'importance qu'ont eu beaucoup de mutuelles qui ont appelé les adhérents isolés, les adhérents les plus âgés, qui ont développé des dispositifs en matière de prévention, en matière d'information en santé publique pour adopter les bons gestes pour soi et pour les autres, se protéger mutuellement les uns les autres. Et puis, tout au fil de l'eau, parce que cette crise, elle a impacté notre santé physique, mais aussi psychique, eh bien, c'est toute l'importance aussi du soutien, du développement d'un certain nombre de réponses en matière de santé mentale pour éviter
que des difficultés ne se développent. On l'a vu, une montée des addictions, d'un sentiment dépressif qui a touché et qui touche encore de nombreux de nos concitoyens. Les jeunes qui ont été fragilisés, isolés socialement, fragilisés économiquement, et que la mutualité a essayé d'accompagner, notamment en Guadeloupe, du fait du partenariat développé par la mutualité française de Guadeloupe, présidée par Nestor Bajot, le partenariat qu'ils ont développé avec l'université autour du programme Ma Santé à tout prix, avant tout, pardon, oui. Ma Santé avant tout, ça a été un moment extrêmement important, et je pense que c'est aussi par ces constructions partenariales, ces constructions en proximité, que la mutualité fait œuvre utile, qu'on montre finalement aux uns et aux autres la capacité de faire ensemble. C'est tout le sens d'ailleurs de notre prochain congrès, la raison pour laquelle je suis venu en Guadeloupe et pour laquelle je serai en Martinique à partir de demain, d'échanger avec les mutualistes, parce que la mutualité est avant tout un territoire d'engagement pour l'entraide et les solidarités. Oui. Et pendant cette crise, eh bien, on l'a largement démontré. Alors, il y a un domaine un peu particulier que nous avons découvert au travers des émissions que nous avons faites cette année, l'année dernière sur la mutualité, c'est la question de la prévention. Alors, j'aimerais quand même, pour les Guadeloupéens qui nous regardent et les Martiniquais, puisque cette émission est vue aussi en Martinique, que vous accentuez un petit peu, comme on dit, faire un petit focus sur la question de la prévention. La prévention, c'est absolument essentiel. Les mutuelles, au travers leur couverture santé, ne sont pas là que pour solvabiliser des dépenses. L'accès aux soins, à des prestations chez le médecin, en pharmacie, à l'hôpital ou pour des équipements en lunetterie. Il y a évidemment cette dimension-là, mais l'objectif, c'est que l'on reste en bonne santé le plus longtemps possible. C'est avant tout cela, l'engagement mutuel, d'une certaine façon, que l'on prend les uns envers les autres. Pourquoi ? Pour, je dirais, notre bien-être physique, psychique, social, environnemental, c'est absolument fondamental, mais aussi parce que c'est notre intérêt commun entre adhérents des mutuelles, parce que si on ne développe pas la prévention, ça veut dire que les dépenses de santé vont augmenter, et donc ça veut dire que les cotisations vont augmenter, puisque nous, notre rôle, c'est de mutualiser, c'est de répartir l'ensemble des ressources que nous collectons auprès des adhérents pour couvrir les aléas, les pépins de santé, les accidents de la vie qui peuvent toucher les uns et les autres. Donc plus on investit ensemble sur la prévention, plus ensemble on adopte les bons gestes en termes d'hygiène alimentaire, de lutte contre la sédentarité, la promotion de l'activité physique et sportive, le développement de la vaccination tout au long de la vie. Cette semaine, c'est la semaine européenne de la vaccination, c'est important et on relaie et on en parle beaucoup. Tous ces gestes qui, tout au long de la vie, vont permettre aux jeunes d'être en bonne santé pour pouvoir mener leurs études, pendant le temps actif, de prévenir les risques professionnels, de promouvoir la qualité de vie au travail, pour les personnes retraitées, leur permettre de jouir de leur retraite le mieux et le plus longtemps possible, de lutter contre le développement des maladies cardiovasculaires, le diabète, dont on sait les ravages qu'il peut faire à l'échelle nationale et plus particulièrement sur votre territoire. Ah oui, en Guadeloupe, c'est très fort. C'est un vrai sujet extrêmement important. La prévention, bien évidemment, le dépistage d'un certain nombre de pathologies aiguës, comme les cancers, qui permettent, parce qu'ils sont dépistés à temps, de mieux gérer le risque, d'éviter leur aggravation, de pouvoir soigner les gens et d'éviter des décès. C'est tous ces sujets-là qui sont au cœur de la stratégie mutualiste de prévention. Et la mutualité française en Guadeloupe est particulièrement engagée, impliquée. J'ai parlé tout à l'heure du programme Ma Santé avant tout pour les jeunes, pour les étudiants, mais ils sont également extrêmement engagés sur un programme de prévention, de promotion de la santé auprès des seniors, sur le bien vieillir, sur le bien manger, sur le fait de pouvoir rester en bonne santé le plus longtemps possible. Finalement, c'est quoi l'enjeu fondamental de la mutualité ? C'est outiller chacun pour qu'on puisse gérer son capital santé, être bien informé, faire ses choix en toute connaissance de cause,
c'est finalement miser sur l'intelligence collective. L'idée, c'est pas de juger, c'est pas de décider à la place des gens, c'est de leur donner la capacité de faire les bons choix pour eux, pour leur famille, et d'une certaine façon aussi pour l'intérêt général. Parce que si la grande majorité des gens font les bons choix, eh bien, ça sera la collectivité dans son ensemble qui en bénéficiera. Alors, vous êtes ici en tournée, vous avez déjà rencontré le président d'une collectivité, vous allez en rencontrer un second, celui de la région. Est-ce que vous avez le sentiment que nos politiques, d'une manière générale, sont conscients du rôle et du poids de la mutualité, surtout de sa nécessité dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale ? Je crois qu'ils sont tout à fait conscients du rôle important de la mutualité française en Guadeloupe, de l'apport des mutuelles dans le fait de renforcer, de conforter les liens sociaux par les actions de prévention, par les actions d'action sociale, par l'accompagnement aussi des plus fragiles de notre société au travers la couverture santé solidaire, où la mutualité est particulièrement engagée, où avec le département, avec la conférence des financeurs, elle mène un certain nombre d'actions. On a beaucoup parlé pendant cette crise sanitaire du aller vers, pour éviter que des personnes se retrouvent exclues d'une certaine façon des dispositifs publics, notamment en termes de prévention de santé publique. Eh bien, par cette disposition, la mutualité, elle contribue à sa pleine place, grâce à la mobilisation de Nestor Bajot, de Francine Fleuret et la directrice de la mutualité, Nestor Bajot, le président de la mutualité, de l'ensemble de leurs équipes, des militants aussi, des femmes et des hommes qui font vivre la mutualité pour garantir ce lien. L'enjeu, pour moi, notamment tout à l'heure, dans la rencontre que j'aurai avec le président de la région, ça va être aussi de montrer en quoi et pourquoi la mutualité est un acteur économique central dans l'île, par le nombre d'emplois que l'on représente, par les investissements qui sont développés. Nous participons de l'économie sociale et solidaire, et aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de nos concitoyens recherchent du sens, recherchent un autre partage de la valeur, eh bien, je crois que par notre mode d'entreprendre participatif, où on conforte la démocratie sociale, la démocratie participative, la démocratie en santé, par notre gouvernance démocratique, par la lucrativité limitée que représentent les mutuelles, et puis, je dirais, par une certaine idée que l'on se fait du vivre ensemble, sur le fait que le progrès se mesure par davantage de liens plutôt que par l'accumulation de biens. Oui. Eh bien, je crois que la mutualité est porteuse de sens, porteuse de capacité à être et à faire ensemble. Et aujourd'hui, dans une société qui est très fragmentée, je pense qu'on peut être une partie de la solution. Alors, l'autre sujet aussi important au regard de la mutualité, c'est l'économie sociale et solidaire. Le gouvernement de M. Macron a élu Mme Grégoire comme secrétaire, désigné Mme Grégoire comme secrétaire à cette économie sociale et solidaire. Est-ce que vous sentez que, et en tout cas nous on l'a ressenti ici, le poids de l'économie sociale et solidaire dans la société aujourd'hui ? L'économie sociale et solidaire progresse dans notre pays. Il y a de nombreuses associations, mutuelles, coopératives qui se développent, qui créent de l'innovation sociale, humaine, de l'innovation économique, technique, technologique. C'est aujourd'hui, à l'échelle nationale, près de 13% de l'emploi dans notre pays, de l'emploi salarié. Aussi, c'est important. C'est excessivement important. Sur votre territoire, un peu plus de 11%. Des emplois. Donc c'est un secteur économique à part entière. C'est un secteur économique dynamique. C'est un secteur économique qui ne délocalise pas ses emplois, qui est porteur de liens, qui répond en proximité aux besoins des populations. Et parce que l'économie sociale et solidaire, justement, elle est pilotée par les gens, ça leur redonne la capacité à agir sur leur environnement personnel, professionnel, à pouvoir finalement être utile pour eux, pour leur famille, mais aussi pour le village, pour le quartier. Et ça, je pense que c'est excessivement important à l'heure où notre société a à faire face à de grandes transitions
écologique, démographique, environnemental, numérique aussi, économique et social, eh bien, je pense que l'économie sociale et solidaire apporte une partie de cette réponse-là. Et non seulement à l'échelle du pays, c'est quelque chose qui est de mieux en mieux reconnu, et on travaille à lever aussi les freins économiques, réglementaires, pour que l'économie sociale et solidaire puisse se développer, mais à l'échelle européenne également, il y a une ambition, il y a une reconnaissance de la Commission européenne d'Ursula von der Leyen, sa présidente, pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire. Nicolas Schmit, le commissaire européen en charge de ces questions-là, est extrêmement impliqué, est en train de développer un certain nombre de cadres qui permettront à l'échelle de l'Union de pouvoir conforter cela. La semaine prochaine, avec les mutualistes européens, l'Association internationale de la mutualité, je serai à Strasbourg pour porter aussi cette ambition et cette volonté de développer l'économie sociale et solidaire en France, bien évidemment, dans les territoires en proximité, parce que c'est notre identité, je dirais presque notre essence, mais aussi à l'échelle de l'Europe. J'aimerais quand même, avec vous, qu'on aborde un sujet qui a fait polémique. On a un moment parlé de la grande sécu. Quelle est la position de la mutualité française sur cette question ? Oui, notre position, elle est très claire. Nous pensons qu'il faut absolument re-questionner l'articulation entre l'assurance maladie, la sécurité sociale et les complémentaires santé que nous sommes, mais que imaginer étatiser la protection sociale, imaginez que l'État soit seul à décider du périmètre, des remboursements de la protection sociale, laisser le citoyen, l'assuré social, le patient, la personne malade seul face à l'État ne nous semble absolument pas être la bonne solution. Nous pensons au contraire, compte tenu de l'ensemble des problématiques en matière de santé, en matière d'inégalité en santé, compte tenu des besoins en termes de prévention, de mieux partager les orientations de santé publique, les priorités. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, à quel point le niveau de défiance était important. Il faut au contraire créer des espaces de participation. Et donc nous plaidons pour réinventer, refonder finalement le pacte en matière de protection sociale solidaire, pour définir quel doit en être le sens, quel doit en être le périmètre, comment on doit répartir l'effort entre les cotisations socialisées de la sécurité sociale, les cotisations mutualisées des mutuelles, et comment on étend les protections dans notre pays. Il faut évidemment renforcer, conforter la couverture santé. Et on le voit parce qu'il y a de nouveaux risques qui arrivent avec des pandémies, avec les risques environnementaux. Mais il faut aussi étendre et généraliser la prévoyance, dont les risques sont souvent mal appréhendés par l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, quand malheureusement une situation d'invalidité, d'incapacité de travail survient, eh bien c'est un impact économique, social considérable pour une famille. Et donc il faut absolument qu'on conforte ça. Et puis on le sait, on l'a vu récemment avec l'avancée en âge grandissante. Il faut qu'on ait le financement d'une loi sur la dépendance, sur la prévention de la perte d'autonomie, sur le repérage précoce des vulnérabilités, sur l'aide aux aidants, et puis sur le coût économique, social, humain de la dépendance, pour permettre aux personnes de pouvoir mener leur projet de vie le plus longtemps possible là où elles le souhaitent, souvent à domicile, et accompagner, soutenir les familles. Aujourd'hui, il y a 1 200 000 personnes en situation de dépendance dans notre pays. D'ici 20 ans, ça sera 2 600 000. Il est donc urgent que collectivement, on décide de quelles ressources, de quels moyens on décide de mettre en commun ensemble pour conforter notre protection sociale. Alors, j'imagine que M. Bajeux et ses collaborateurs et collaboratrices vous en ont parlé. Vous savez que la Guadeloupe, en dehors même de cette pandémie et des gens qui ont été suspendus, on est dans une situation de désert médical dans ce pays, puisqu'il manque des praticiens. Il y a un hôpital qui est pratiquement n'est pas encore en désuétude, mais enfin il est très mal, en très mauvaise situation. Comment
quel discours avez-vous tenu au président des collectivités au regard de cette situation, et même qui va même au-delà, puisque peut-être au niveau du gouvernement, il va falloir réellement prendre en compte cette situation de désert médical. Cette situation de désert médical, vous avez tout à fait raison, est extrêmement importante, prégnante en Guadeloupe. Elle l'est également au plan national. 7 400 000 de nos concitoyens au plan national qui vivent dans un désert médical. 5 millions qui n'ont pas de médecin traitant. 620 000 personnes qui sont porteurs de pathologies chroniques, de maladies graves, et qui n'ont pas de médecin traitant. Donc pour qui la perte de chance est extrêmement importante. Donc il y a urgence. Il y a urgence. Le problème, c'est que le temps de former des médecins, il faut grosso modo 10 ans. Donc on sait que le nombre de médecins va continuer de baisser jusqu'à la fin de la décennie, du fait de décisions qui ont été prises il y a 20 ans. Voilà, tout à fait. Oui. De fait des décisions qui ont été prises il y a 20 ou 30 ans, qui ont été des décisions trop technocratiques, trop comptables, trop gestionnaires. Là aussi, et c'est pour cela que nous, on pense qu'il faut au contraire associer les populations à la définition des grands objectifs en santé publique, des grandes politiques en matière de santé, parce que ça nous touche tous dans l'intime. Et donc, il faut que les gens aient cette vision partagée. Nous préconisons qu'il faille d'abord et avant tout miser sur la médecine de ville, sur les soins de ville. On rencontrait hier soir avec Nestor Bajot, le président de la mutualité de Guadeloupe, l'Union régionale des professionnels de santé, sa présidente, avec laquelle nous avons échangé, le secrétaire général également, sur ces grandes questions, ces grandes options. C'est comment on peut finalement repenser la médecine de ville, permettre aux médecins de pouvoir se concentrer là où leur plus-value est la plus importante, en faisant en sorte qu'ils puissent bénéficier d'assistants administratifs pour qu'il n'y ait pas de temps sur de la paperasse, sur des choses qui sont extrêmement chronophages et qui les empêchent du coup de se concentrer sur les prises en charge. De pouvoir leur permettre d'exercer quand ils le souhaitent, quand c'est possible, quand les spécialités le facilitent, qu'ils puissent travailler avec des professionnels paramédicaux, des infirmiers, des infirmières, des psychologues, des kinés, des ergots, etc. pour, là aussi, être capable de prendre en charge globalement la personne, de pouvoir déléguer en confiance, en responsabilité, avec des professionnels qu'ils ont choisis, avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, des tâches que ces professionnels ont pleine compétence pour pouvoir les prendre en charge. Et c'est comme cela qu'on permettra un meilleur accès aux soins, qu'on réduira les inégalités, qu'on réduira les temps extrêmement importants aujourd'hui pour accéder à un certain nombre de spécialités. Ça nous semble être des voies à prendre, avec bien évidemment le virage de la prévention dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et ça sera les éléments socles si on veut remettre le système de santé à l'endroit. L'hôpital doit être recentré, concentré sur ses missions, c'est-à-dire sur ce que les soins de ville ne peuvent pas prendre en charge, parce qu'il faut une technicité, parce qu'il faut des plateaux techniques importants. Alors, il y a d'un côté le désert médical, mais il y a aussi en Guadeloupe, vous le savez, un taux de chômage qui est très élevé, plus de 35%, quelquefois ça aborde pour les jeunes, près de 50% pour les jeunes de moins de 25 ans. Et il y a aussi le problème de la précarité, de la pauvreté dans ce pays. Est-ce que, de ce point de vue-là, la mutualité peut avoir une action ou alors discuter avec l'État, enfin, ou avec les collectivités, de manière à ce qu'on essaie au moins de lutter contre cette précarité qui s'accentue et qui s'est accentuée pendant la crise sanitaire? C'est un sujet de préoccupation extrêmement important. On a organisé une convention citoyenne à l'automne sur l'aide, l'entraide, les solidarités. Et donc c'est 70 femmes et hommes qui ne sont pas des militants, qui ne sont pas des spécialistes de la mutualité ou de la protection sociale, qui ont travaillé, réfléchi pendant 3 mois sur ces questions-là. Et le point que vous citez, la précarité, la lutte contre l'isolement, font partie de leurs
préconisations, de leurs propositions. Ils ont fait 25 propositions. Et actuellement, les mutualistes, ça sera notamment un temps important de notre rencontre mutualiste de jeudi à Fort-de-France, s'emparent de ces propositions et on est en train de voir comment on peut leur donner une traduction. Mais d'ores et déjà, les mutuelles en Guadeloupe, la mutualité française de Guadeloupe, agit en lien avec la CGSS, en lien avec le conseil départemental, avec les collectivités, avec l'agence régionale de santé, pour rendre plus effectifs les droits sociaux, faire en sorte que les gens ne renoncent pas à se faire soigner, ne renoncent pas à engager, notamment pour ceux qui relèvent du RSA, par exemple, à engager la couverture santé solidaire. Et on constate des progrès grâce aux liens de proximité assurés par la mutualité française de Guadeloupe. Il faut continuer, il faut poursuivre bien évidemment cet effort, cette forme d'éducation populaire et citoyenne sur le champ de la citoyenneté sociale pour que les femmes et les hommes de ce département connaissent bien leurs droits, sachent comment les faire vivre. Et ça fait partie des sujets qui nous semblent absolument essentiels d'amplifier, de conforter. Et puis, bien évidemment, une partie de ces difficultés se réduiront parce qu'on parviendra à développer économiquement les territoires. Alors, on va terminer cet entretien, mais je voulais quand même, avant que vous nous quittiez, dire deux petits mots sur ce congrès de Marseille, ce 43e congrès qui aura lieu à Marseille. Ce sera votre premier congrès en tant que président. Quels vont être les grands axes de ce congrès ? Ce congrès va permettre de réaffirmer la volonté du mouvement mutualiste, finalement, d'être un territoire d'engagement pour l'entraide, les solidarités, de redonner des espaces de mobilisation, d'action à des femmes et des hommes pour qu'ils nous rejoignent, pour agir ensemble sur leur environnement personnel, professionnel, qu'on décide collectivement comment appréhender les grandes transitions auxquelles on a à faire face, la transition écologique, la transition démographique, la transition numérique, la révolution de la prévention. Et ce congrès, ça va être un congrès très participatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener des solutions d'ores et déjà finalisées, mais on va permettre aux 2000 congressistes qui vont travailler pendant 3 jours de pouvoir échanger, de pouvoir partager leurs expériences, leurs expérimentations, de voir comment on peut les dupliquer, comment on peut leur donner de la possibilité de s'adapter sur d'autres territoires. Finalement, de mutualiser les expertises et les expériences. Ça va être ça le cœur du congrès de Marseille. Redonner de l'allant, redonner de l'envie d'agir et d'agir en mutualité, d'agir et de porter des actions et l'ambition mutualiste. Mais écoutez, Eric Chenu, on vous remercie d'être venu en Guadeloupe nous dire tout cela. J'imagine que les mutualistes de la Guadeloupe et les autres mutuelles qui sont ici auront cœur à vous écouter et à suivre un petit peu tous les enseignements qu'on peut tirer de cet entretien. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Comme on dit en créole, Kamberet pas mouli. Merci à vous. À bientôt. Je vous rappelle donc, si vous avez raté le début de cette importante interview du président de la Mutualité française, vous avez la possibilité de le retrouver sur le Facebook de ZCL News, le Facebook de Canal 10. Il suffit simplement de cliquer. Alors, on va passer au YouTube cette fois-ci, puisqu'on reçoit une dame qui est orthophoniste. Elle s'appelle Erika Eneri. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez créé il y a 1 an, puisque ça va être l'anniversaire, un média sur les réseaux qui s'appelle Timoun. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, j'ai co-créé ce média avec Yarma Vidéo. En fait, c'est un média qui est né d'une vidéo que j'avais moi-même réalisée pour faire de la prévention concernant la surexposition aux écrans chez les tout-petits. Et puis, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas faire profiter aux parents de plusieurs conseils de plusieurs professionnels de santé et de la petite enfance. Et c'est comme ça que le média est né. Alors, quel est le fonctionnement de ce média? Que vous diffusez quoi? Vous interviewez qui, etc.?
Ok. Alors, tous les dimanches, il y a une vidéo qui sort. Donc, tous les dimanches. Ah, c'est le dimanche? Oui, tous les dimanches à 9 h. Oui. À 9 h, on a un professionnel de santé ou de la petite enfance qui intervient sur un thème qu'on aura choisi au préalable. Et donc, ça peut être sur la diversification alimentaire pour les tout-petits, l'allaitement. Et ce sont des professionnels comme des pédiatres, des orthophonistes également, des diététiciens. Enfin, voilà, on a vraiment plusieurs professionnels et ce sont des professionnels qui sont dans mon réseau et j'avais envie de leur donner la parole et qu'ils soient mis en avant. Oui. Et ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est-à-dire c'est-à-dire le rapport, c'est-à-dire qu'une fois que la vidéo est faite, vous la diffusez, est-ce qu'il y a un retour sur le Facebook, sur l'Instagram? Comment ça se passe? Ok, alors dès qu'on on a enregistré au préalable toutes les vidéos, c'est-à-dire qu'elles ont été enregistrées... Préenregistrées, préenregistrées. Oui. Et chaque dimanche, donc, on partage la vidéo d'un professionnel, donc sur Instagram, Facebook et YouTube. Oui. Et ensuite, on a des commentaires, des retours, mais vraiment, on essaye d'être régulier tous les dimanches avec un thème, une vidéo. On annonce avant, donc on annonce le vendredi le thème de la vidéo aux parents et à notre communauté sur Instagram. Et le dimanche, on a le thème et les parents en question. suivent. Et les parents suivent. Oui. Et donc, ça a permis quand même, depuis un an, d'améliorer un petit peu le rapport des enfants par exemple, avec la télévision ou dans d'autres domaines. Alors, en tout cas, les parents sont très contents de suivre les vidéos. Certaines vidéos parlent plus que d'autres à certains parents. Mais oui, on a beaucoup de bons retours. Et surtout, on a eu des parents qui nous demandaient, mais est-ce qu'on pourrait avoir une rencontre avec les professionnels? C'est-à-dire que c'est bien, en vrai, parce qu'on est sur du digital, c'est vrai. Mais certains parents nous ont demandé effectivement cette rencontre. Alors, on va avoir une petite vidéo de 40 secondes à peu près. De quoi il s'agissait ce jour-là? Alors ce jour-là, c'est la toute dernière vidéo qui est sortie, c'est Cynthia, Nassine Création, qui parle des pierres naturelles. Comment on peut soigner des enfants, comment on peut se soigner avec des pierres naturelles. Pierres naturelles? Oui. Bon, on regarde. Je rencontre des parents qui me disent « je veux protéger mon enfant ». Donc encore une fois, le parent est l'autorité. Donc il est censé protéger dans son énergie normalement l'enfant. Et souvent, ils veulent aller sur des pierres noires, parce que les pierres noires, les pierres naturelles noires, sont des pierres de protection et d'ancrage. Et moi, je dis non, évitez tout ce qui est pierre noire pour un enfant. Si on veut aider un enfant à ne pas récupérer l'énergie négative, on va encore aller sur une malachite, donc qui est verte. La vidéo complète est disponible sur YouTube. Et si tu apprécies notre programme, tu peux nous soutenir via le lien Tipeee en description. Alors, ça s'appelle Timoun. Alors, moi, je sais que Moon en anglais, c'est la lune. C'est la petite lune? Oui. Oui, oui, c'est ça. En fait, Timoun, parce que je voulais qu'il y ait le créole de chez nous, Timoun, parce qu'en Guadeloupe, c'est enfant en créole. C'est pour Timoun. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, on est dans la Caraïbe et on parle anglais. Donc, je me suis dit, voilà, on fait un petit jeu de mots avec Moon, en même temps la lune, c'est la légèreté. Donc, voilà, donc oui. Alors, ce premier anniversaire qui va se dérouler dans quelques instants, dans quelques jours, c'est à la Librairie Générale. Comment ça va s'organiser concrètement et qu'est-ce qu'il y aura, le programme? Alors justement, par rapport à la demande des parents qui avaient envie de cette rencontre en vrai, on s'est dit pourquoi pas faire les 1 an de Timoun, leur faire profiter de cette rencontre pour les 1 an de Timoun. Et les vidéos qu'on tourne avec les professionnels ont été tournées à la Librairie Générale. Donc, c'était symbolique pour nous de fêter les 1 an à la Librairie Générale. Donc, ce sera samedi 7 mai à 9 h, de 9 h à 13 h. Donc, ce sera une matinée où il y aura des conférences avec certains professionnels qui sont intervenus sur le média et des ateliers pour les enfants. Donc, les parents pourront profiter des conférences. Non, les ateliers, c'est pour les Timouns. C'est pour les Timouns, voilà. Et voilà, donc de 9 h à 13 h, il y aura un petit cocktail d'accueil. Et puis surtout, on a choisi Izzy Kenanga comme parrain pour l'événement. C'était très important pour nous d'avoir un parrain, un homme en fait, comme figure de parentalité. On n'avait pas envie que la parentalité soit forcément associée à une femme. Et puis Izzy Kenanga a écrit un livre pour enfants. Voilà, donc c'était pour nous très important que ce soit à lui. Qu'est-ce que vous appelez la gestion des émotions? J'ai vu ça dans le programme tout à l'heure.
Alors, c'est une conférence qui sera donnée par Faye Perjean, qui est naturopathe et professionnelle de la petite enfance. Et elle expliquera aux parents, donc c'est elle la professionnelle, mais sur la gestion des émotions, donc elle expliquera comment peut-être gérer la colère, quand un enfant est en colère, comment réagir par rapport à ça. Elle expliquera, enfin je ne veux pas spoiler, mais voilà, elle expliquera la gestion des émotions aux parents. L'autre question, l'équilibre entre la vie privée et la vie pro. Oui, c'est ça, donc il y aura une autre conférence là-dessus, donc c'est plus pour les parents. Oui, c'est ça. Surtout pour les mamans entrepreneurs ou les mamans, tout simplement, gérer la vie privée et la vie professionnelle. Donc, elle donnera des conseils parce que c'est son domaine. Et vous-même, vous allez intervenir? Non, je n'interviendrai pas. Pas cette fois? Non, pas cette fois. Là, je serai plus dans l'organisation, dans la gestion. Alors, pour les enfants des ateliers, j'ai vu un terme japonais, fushiriki, c'est ça? Furoshiki. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est à l'aide de tissus. Donc, au lieu d'avoir des emballages papier, on utilise le tissu pour faire toutes sortes d'emballages. Donc, des emballages cadeaux, pour faire des formes pour les enfants, des doudous, voilà. Et puis, ce sont des tissus qu'on pourra réutiliser. Par exemple, on fait un emballage cadeau pour quelqu'un, on lui offre, et puis cette personne-là, elle pourra garder le tissu, et puis quand elle va être invitée à aller manger quelque part, elle pourra envelopper ses biscuits dans un tissu, les amener. Enfin voilà, c'est... Alors, ces ateliers, ces conférences sont réservés uniquement à la communauté ou bien au tout public? C'est au tout public. C'est vraiment... alors, c'est un événement qui est ouvert à tous, qui est gratuit. Il y a des préinscriptions, par contre, qui se font en ligne sur le site Allmall. Voilà. On peut aussi avoir accès au lien sur l'Instagram de Timoun. Donc, dans la biographie, voilà, Timoun, avec 2 O. Et voilà, je voulais surtout insister parce que si l'événement se fait, c'est grâce à nos partenaires. Donc qui sont Orange Caraïbes, qui est le partenaire officiel. Donc vraiment, on tient à les remercier. Petit Bateau qui a été tout de suite d'accord de nous accompagner également, donc qui nous accompagne. Maison Kaiser pour le petit, voilà, exactement, pour le petit buffet. Merci beaucoup. Et Yarma Vidéo qui réalise tous les visuels, qui vraiment s'occupe de la partie technique. On a le Nicréole aussi qui héberge les artistes. Enfin voilà, merci beaucoup aux partenaires. Et derrière, il y a Yarma qui réalise de belles choses, tous les programmes depuis 10 ans. Enfin, on va en parler une autre fois, on va les inviter un de ces jours. Mais écoutez, Erika, merci d'être venu. Et puis rendez-vous donc samedi, 9h. Inscription sur le YouTube, sur Allmall. Allmall, c'est la librairie générale aussi. On reprend l'actualité. L'actualité, ce sont les inondations, visite de terrain des élus pour mettre en place une véritable politique d'assainissement et d'évacuation des eaux. Olivier Félix était sur place, on regarde. Il faut d'abord se dire que c'est un événement exceptionnel. On n'a pas ça tous les ans. Donc là aussi, il faut tenir compte de cette donnée. Et après, quand on voit les dégâts qui ont été occasionnés dans le secteur, dans la localisation, oui, il y a des améliorations apportées. Après, dire que les améliorations qui seront portées permettront d'éviter un événement exceptionnel, je ne pense pas, puisque là, c'est vraiment un événement exceptionnel. Depuis samedi matin, très tôt sur le terrain, donc c'est la désolation. Et nous sommes vraiment attristés parce qu'on a même eu un décès sur le territoire de la ville des Abîmes. Et donc là, nous agissons, donc nous faisons de la prévention au niveau de la ville des Abîmes Cap Excellence. Donc nous faisons des travaux de curage. Et donc nous avons aussi mis en place le projet PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations. Donc nous avons lancé des études pour pouvoir, par rapport à l'écoulement des eaux au niveau l'eau pluviale. Et donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir concrétiser les choses parce que ça met du temps, il faut trouver des financements. Et donc aujourd'hui, nous sommes en phase pour un PAPI 2 qui va prendre en compte ce qu'on appelle, parce que c'est avec la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques, donc c'est devenu la compétence des EPCI. Donc aujourd'hui, il faut agir vraiment au niveau du bassin versant des grands fonds. Et donc ce sont les 3 communautés d'Aglo Cap Excellence, que sont Cap Excellence et la CNGT, donc Grande Terre, et aussi la CAOL. Donc on aura des PAPI
des papiers administratifs à l'échelon de chaque territoire. Il y a un constat, c'est que tout cela est en train d'être mis en place. Il y a une ligne budgétaire qui n'est pas bien pourvue. Donc, c'est vrai qu'à Cap Excellence, on a commencé à travailler concernant les villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Mais cela nécessite une coordination. Et j'ai demandé déjà à Madame Duflo, mais aussi au directeur des routes de Guadeloupe et à bien d'autres, la ville des Abîmes, que nous puissions tenir rapidement une réunion de concertation afin de définir bien les rôles, puisqu'en fait, ce que nous avons constaté il y a un petit moment aux Abîmes au niveau du CREPS au Rézé, c'est qu'il y a un travail de curage énorme à réaliser. Il faut que les canaux soient curés en permanence. Cela, c'est de la compétence des EPCI qui n'ont pas suffisamment de moyens, mais la réunion de concertation que j'essaierai de provoquer, que je vais provoquer, consiste en cela, à dire qu'aujourd'hui, nous devons trouver les moyens financiers à travers des lignes budgétaires pour réaliser ces travaux-là. Quoi que l'on puisse dire, ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Heureusement, mais malheureusement, quand ça arrive, quand un tel phénomène s'abat sur la Guadeloupe, c'est que c'est catastrophique. En une nuit, eh bien, la Guadeloupe a été vraiment bloquée. Beaucoup d'administrés ont perdu leurs véhicules. Il y a eu des morts. Les habitations ont été impactées. Et cela partout. Donc, le moment est venu pour qu'on puisse mettre en place une véritable politique d'assainissement, ce que l'on a commencé à faire, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. On a bien entendu une véritable politique d'assainissement. On nous espère que c'est quand nous là, nettoyer parce que effectivement hier encore on en parlait, les canaux qui ne sont pas suffisamment curés ou récurés ne permettent pas à l'eau de circuler. On a vu toutes les conséquences de cette situation catastrophique. Alors, ce n'était pas toute la Guadeloupe, comme a dit M. Bardaille, mais uniquement la région Pointe-à-Pitre, Abîme, un petit peu Gouzier, et un petit peu moins Bémaro. On revient à la reprise d'activité qui est un peu compliquée en ce moment pour les entreprises et même pour les gens. Bon, certaines personnes ont perdu leur véhicule, donc ils sont à pied. Deuxième chose, il y a un supermarché de la région du Gouzier qui a été complètement inondé. Bon, ben, il pète de tout bitin. Au niveau des Abîmes aussi, il y a des entreprises qui ont des difficultés. Alors, il y aura des aides qui sont prévues, mais enfin, pour l'instant, on attend le point de vue de la CCI, de la région, de tout ça. Reprise d'activité compliquée. Olivier Félix, on regarde. Nous subissons encore les affres de la nature et franchement, on ne s'attendait pas à ça. C'est la 4e fois qu'on se fait inonder. Et c'est aujourd'hui, cette inondation-là, c'est l'une des plus importantes qu'on ait pu voir, quoi. On a eu pratiquement 1 mètre d'eau au sein du magasin. 3/4 du stock a été souillé par la boue. Donc nous avons de très très grosses pertes, quoi. Cette fois-ci est montée plus haut parce qu'en 2012, on avait déjà été inondé. L'eau est montée à la hauteur du bureau. Et cette fois-ci, pour Maria, pareil, l'eau est montée à la hauteur du bureau, mais cette fois-ci, ça a dépassé la hauteur. Nos assurances sont passées, ils ont fait le constat. Après, ma direction générale verra avec eux pour savoir un peu quelles sont les modalités de remboursement et est-ce que réellement on a la capacité de surmonter cela, quoi. C'est très compliqué et je vous assure qu'on a 12 personnels au sein de ce magasin qui sont extrêmement inquiets. On a été ce matin à l'assurance, ils nous ont dit de faire les déclarations de déposer et qu'il faut attendre 24 ou 48 heures avant le passage de l'expert. Je ne peux pas dire que je comprends que l'administration prenne du temps, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment des élus ne font pas le travail qu'il faut en amont pour que les résidents de la résidence Petit Pérou n'aient pas à subir ce genre de problème. Nous faisons tout notre possible, vous avez dû voir que l'ensemble du personnel est présent. Et je leur en remercie, hein. Ils font de sorte à protéger un peu leur outil de travail. Ils se donnent à fond, mais c'est pas évident. Je vous assure que vu l'ampleur de la tâche, il n'est pas dit qu'on y arrive seul, quoi. Nous avons le magasin Home Déco qui a subi les mêmes péripéties, inondé aussi avec plus d'1 mètre d'eau, 3/4 de la marchandise souillée, abîmée. Les pertes sont colossales. Donc on verra un peu comment on arrive à s'en sortir de ce mauvais pas, quoi. Alors, l'autre problématique, c'est la situation même de ces magasins dans cette région-là, enfin des commerces dans cette région-là, Petit Pérou.
la question qui se pose de leur implantation, mais enfin, on espère avoir une réponse. De toute manière, il y a de la prévention. On a entendu qu'il y a un PAPI 1 et un PAPI 2 pour essayer de prévenir, mais il y a aussi d'autres dispositions pratiques à prendre. Nous y reviendrons. Il est 13h54, on prend non pas une pause, mais on retourne à notre chronique habituelle du mardi avec notre amie Noémie. C'est parti, on regarde tout de suite. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous. Étant interne de psychiatrie, j'ai souvent affaire à des préjugés sur la santé mentale, notamment la minimisation des troubles psychiques. Lorsque je parle de minimisation, c'est par exemple dire à une personne qui est atteinte d'un trouble dépressif « Ah, tu n'es pas assez motivé. Ah, tu manques de volonté. Ah oui, c'est dans ta tête, il suffit de te bouger et ça ira mieux. » Comme leur nom l'indique, les troubles mentaux sont des troubles, c'est-à-dire qu'ils viennent d'un dysfonctionnement d'une partie de notre organisme, à savoir le cerveau. À titre d'exemple, lorsque vous avez une carence en fer, donc un manque de fer, que faites-vous? Vous vous supplémentez en fer. Eh bien, les troubles psychiatriques sont le plus souvent expliqués par la dysfonction de composés chimiques. Je m'explique, si on prend l'exemple de la dépression, certaines études ont montré qu'elle était favorisée par une diminution du niveau de sérotonine, c'est-à-dire un composé chimique, au sein du cerveau. Certains traitements de la dépression consistent en l'administration d'une molécule qui va permettre de réaugmenter les niveaux de sérotonine à l'intérieur du cerveau. Plusieurs éléments peuvent conduire à ces dysfonctionnements chimiques au sein de notre cerveau. Ça peut être par exemple des événements de vie, comme des traumatismes, ça peut être notre environnement, ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être des facteurs prédisposants, ça peut être aussi des événements survenus pendant notre enfance, pendant la grossesse de notre mère. Ça peut être parfois induit par la consommation de substances qui jouent, elles aussi, sur tous ces processus chimiques au sein de notre cerveau. La personne dont vous minimisez le trouble aura moins tendance à aller vers les soins. Le principal risque des troubles psychiatriques, c'est le risque suicidaire. Autrement dit, lorsqu'une personne atteinte d'un trouble psychiatrique ne va pas se soigner, elle est beaucoup plus à risque que le reste de la population générale à potentiellement se suicider et donc perdre la vie. Si certaines conditions psychiques peuvent être traitées grâce à de la psychothérapie, c'est-à-dire des thérapies par la parole, d'autres sont beaucoup trop sévères pour une telle thérapie et doivent nécessiter un traitement pharmacologique, c'est-à-dire la prise de traitements médicamenteux. Cette minimisation des troubles psychiatriques dépend de la sévérité des symptômes du patient. Je prends l'exemple d'une personne qui va entendre des voix et qui va le dire à son entourage. Son entourage aura moins de difficultés à reconnaître qu'il faudrait potentiellement consulter un médecin. Le champ de pathologie de la psychiatrie est très vaste. Il va des troubles psychotiques aux troubles de l'humeur, en passant par les troubles de personnalité, les psychotraumatismes, les troubles alimentaires, etc. Bien sûr, il nous arrive à tous d'avoir des baisses de morale, d'avoir un manque de motivation passager. Mais ce qui va vraiment déterminer le fait d'aller consulter ou non un médecin, c'est l'intensité de ces symptômes, la quantité de ces symptômes, la durée de ces symptômes, la rupture avec un état antérieur. Ce sont des symptômes qui provoquent une souffrance importante pour la personne qui les ressent, des symptômes qui peuvent gêner son fonctionnement socio-professionnel et d'autres critères. Si vous avez un doute, il vaut mieux aller consulter un professionnel de santé plutôt que de minimiser le problème et de peut-être passer à côté d'une chance d'aller mieux. Lorsqu'on se casse une jambe et qu'on va aux urgences pour se mettre un plâtre, lorsqu'on a une dépression, lorsqu'on a un trouble psychiatrique, on va aussi se soigner. Ce sont des pathologies. Ce sont des processus pathologiques qui sont issus de dysfonctionnements à l'intérieur de notre organisme, notamment le cerveau. Et nous avons des traitements qui peuvent agir sur ces dysfonctionnements, que ce soit des traitements pharmacologiques, des traitements par la psychothérapie, de l'électrostimulation, etc. Lorsque vous répétez à la personne de votre entourage qu'elle a un manque de motivation, qu'elle est bonne à rien dans la vie, qu'elle doit s'activer pour aller mieux, vous êtes non seulement inefficace, mais en plus contre-productif. Le manque de motivation, le fait de rester au lit, le fait d'avoir des insomnies, le fait d'être de mauvaise humeur, le fait de moins manger, le fait de s'énerver plus facilement,
Toutes ces choses-là, au final, peuvent constituer des symptômes d'un trouble dépressif. Un patient qui est déjà dans cet état psychique va le plus souvent avoir une perte d'estime de lui-même. Donc si en plus, à côté de ça, on rajoute son entourage qui lui rabâche qu'il est en moins que rien, ça ne va pas arranger les choses. Je pense que la meilleure solution pour faire avancer notre société est de faire de l'éducation aux troubles mentaux. Donc c'est ce que je vais essayer de faire à travers certaines chroniques. Dans ce contexte, en plus de crise, il y a une exacerbation de la prévalence des troubles mentaux au sein de la population générale. En sachant que les troubles psychiques sont très fréquents dans la population, notamment le trouble dépressif par exemple, qui est le trouble psychiatrique le plus fréquent dans la population. Et pourtant, c'est encore tabou dans la société, c'est encore mal vu, c'est encore mal accepté. Le fait de se rendre chez un médecin psychiatre pour beaucoup, c'est être assimilé à une personne folle. Nous ne sommes plus au temps des asiles. Les hôpitaux psychiatriques ressemblent à des hôpitaux comme les autres. Il est possible de se faire soigner dans des cabinets de médecins libéraux, dans des cliniques privées, et même parfois en ligne. Et vous en tirerez beaucoup plus de bénéfices plutôt qu'en restant chez soi à se dire que ça passera ou que c'est de sa faute. Voilà, 13h52. On va terminer avec cette nouvelle impulsion pour le monde agricole. C'était la visite du professeur Nzamoujo. Il vient du Bénin exceptionnellement et Michel Hérakide l'a suivi et regardez le résultat. C'est un honneur pour moi de recevoir le professeur Nzamoujo ici à Petit Canal, homme qui est une référence en tout cas dans l'éco-agriculture. Hein. Et donc, il était important pour moi, non seulement en tant que maire, parce que je suis maire d'une commune rurale où l'agriculture, c'est l'activité principale, mais aussi en tant que conseiller départemental en charge de l'agriculture, du foncier au sein du conseil départemental. Et donc, c'est à travers ces deux casquettes que j'ai pris plaisir à échanger avec un homme qui partage, je dirais, notre histoire aussi. Nous avons eu l'occasion de visiter l'ancienne prison, de gravir les marches des esclaves. Et là, nous avons tous ressenti des vibrations énormes, comme si c'était un message qui nous était envoyé par ce patrimoine culturel que nous avons et qui nous symbolise et qui nous imprègne aussi à pouvoir faire les choses en pleine concordance et avec la nature. C'est d'abord pour me connecter, parce que dans ma conviction, nous sommes tous connectés. Mais plus particulièrement, venez du Bénin, il y a eu vraiment une liaison entre le Bénin, l'Afrique de l'Ouest et Guadeloupe aujourd'hui. Donc il y a surtout le Bénin où je travaille, où je vis aujourd'hui. Et comme je suis arrivé ici il y a quelques jours, c'est le même climat, les mêmes conditions. Donc je suis venu ici pour regarder mes frères, pour voir comment ils se débrouillent, quelles sont les démarches, quelles sont les trajectoires de ce retrouvage-là, de se reconnecter, de trouver la dignité aujourd'hui. C'est-à-dire mutualiser notre force aujourd'hui pour mieux assurer la réussite, pour que demain, à Guadeloupe, va retrouver ce qu'il cherchait depuis longtemps, depuis l'esclavage, un peuple reconstruit, pas la souffrance, pas le destin, mais pour vraiment arriver au volant des choses. Et c'est ça la raison principale de me venir ici. C'est pour chercher ensemble. Je ne suis pas venu ici pour donner les leçons, mais pour partager ce que je vis et pour aussi, chez vous aussi, ce que vous avez fait, pour qu'ensemble, on a un projet commun. Après ce commun, on va amasser les forces pour trouver avec quoi et comment on peut vraiment retrouver la dignité. Voilà, reportage Michel de Pape. On termine là-dessus. Il est pratiquement 14 heures. Le proverbe du jour, pour nous, Bazotli, comme tous les jours, on le fait, le bis repetita du proverbe. Bel drap à couvert matelas sale. Il y a ce que l'on voit, mais il y a parfois une face cachée, bien sale et sombre ou sombre. On remercie, comme tous les jours, Odalia, qui nous fait ces proverbes, et bien sûr Didier Magnette, qui a produit cet ouvrage sur les proverbes. Alors, on reprend donc le fil de notre émission du jour. Aujourd'hui, nous avons reçu Gilles Casimir. Gilles Casimir, c'est le coordinateur du collectif pour un plan guadeloupéen de société. Avec lui, on a parlé un petit peu de l'origine même de ce plan, ce projet. Mais c'est aussi un coach qui
qui nous a dit qu'il a voulu coacher la Guadeloupe. Et donc, avec lui, ça avance. On a reçu ensuite Eric Chenu, le président de la Mutualité française, avec qui nous avons une longue interview. Je vous rappelle, si vous êtes mutualiste et si vous êtes intéressé par la mutualité, revoyez cette interview. C'est sur le Facebook du ZCL News ou sur celui de Canal 10. Ensuite, Erika Eneri, qui est orthophoniste, vous a invité avec Timoun à ce qui va se passer samedi 7 mai, conférence pour les enfants et conférence pour les parents et atelier pour les enfants, c'est à la librairie générale. Il faut s'inscrire sur Walmall ou sur l'Instagram. Et puis, sur l'actualité, on a fait un petit tour du côté de Basse-Terre avec le préfet, puisque, semble-t-il, il y avait une petite interrogation sur les 40%. C'est qu'il a tiré 40% à tout fonctionnaire Guadeloupe, ça a fait une révolution. Bien, le préfet a tenu à rassurer les gens. On verra l'inondation, reprise d'activités compliquées, visite de terrain des politiques qui présentent le parapluie, puisque l'appuyage a tombé quand il a eu quoi faire l'entour pour faire. Mais enfin, ça, c'est encore une situation de la Guadeloupe. Et puis, nous avons terminé avec cette nouvelle impulsion pour le monde agricole et la visite d'un Béninois, le professeur Zamoudio. Voilà, la réalisation était assurée par Jordan. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition du ZCL News. Nous sommes au mois de mai. Le mois de mai sont un mois qui est important pour la Guadeloupe, puisque c'est le 1er mai, mais il y a aussi fête à le 27 mai pour libération des esclaves. Avec Delga Signé, Assima Souto, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Merci d'être avec nous aussi souvent, et aussi fréquents et aussi nombreux. À don demain, Ipati. Donc quand tu regardes dans le film, c'est hein? Non, brasseur, moi t'es quand je vais pas aller au Nilembe. Depuis tout petit, on va ta maman au Nilembe comme ça. It's always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping.